הרשו לי לומר שאני גם מתרגש. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום. Ce 4 novembre 1995, sur la place des Rois à Tel Aviv, une foule immense est venue soutenir Yitzhak Rabin et son gouvernement dans leur quête d'une réconciliation entre Israéliens et Palestiniens. Pour la première fois, la paix semble à portée de main. L'ambiance est festive, enthousiaste, malgré l'hostilité affichée d'une partie de la population israélienne face à ce qu'on appelle alors les accords d'Oslo. לא היה סיכוי לשלום. אני מאמין שיש סיכוי לשלום, סיכוי גדול, ואתם כאן, בהתייצבותכם בעצרת הזאת, מוכיחים עם רבים אחרים שלא הגיעו לכאן. Ce fut un bref moment d'optimisme. En assassinant Yitzhak Rabin, l'extrême droite israélienne cherche avant tout à faire capoter le processus de paix. Un an avant, en 1994, j'ai décidé de tenir un journal filmé sur les négociations entre Israéliens et Palestiniens. J'ai pu rencontrer les négociateurs des deux côtés, à Washington, au Caire, à Jérusalem et Ramallah. J'ai vu un espoir naître, repris dans le monde entier. Ce conflit interminable et sanglant était-il enfin en train de s'éloigner ? Nous allons évoquer tous ces sujets maintenant et nous essaierons de répondre à vos questions aussi vite que possible. Quelle est la prochaine étape, Suzanne? Et où est-ce que nous allons maintenant? Nous devons être au Pentagone à 14h20, donc nous avons encore un peu de temps. J'espère sincèrement, et je crois sincèrement, que les Palestiniens doivent trouver un intérêt dans ces négociations. Car sans intérêt commun, nous ne parviendrons pas à un accord. La paix ne peut pas être imposée. Il y a eu une grande manifestation de la droite israélienne. On parle de 40 000 personnes à Tel Aviv. Est-ce que ça vous dérange? Quand était-ce? Hier soir. Quel était le but de cette manifestation? Contre l'accord de paix. Il vous visait. Il criait « Rabin est un traître, un menteur ». Je suis habitué à ce genre d'injures. Je tiens à vous dire, Monsieur le Président, que de mon point de vue, nous approchons de la fin de nos discussions avec les Palestiniens. 1994 doit être l'année de grandes décisions au sujet du processus de paix. נחתנו בשדה התעופה של קהיר, הטמפרטורה כאן 23 מעלות, והשעה המקומית Est-ce que vous pensez que les problèmes sont aujourd'hui résolus? Même s'ils ne sont pas tous réglés, nous devons trouver un accord avant demain 11h. Comment vous sentez-vous? Et je me sens très bien. Nous avons convenu que Jéricho resterait en dehors des discussions.
Arafat a demandé un engagement, écrit le stipulant. Ça a été acté. Il y a eu quelques tensions, mais on y est arrivé. Honorable and distinguished guests, ladies and gentlemen, the signing of the Gaza-Jericho self-rule agreement. Je suis allé à Gaza pour me rendre compte par moi-même des réactions palestiniennes sur le terrain. Je découvre qu'elles ne sont pas très différentes des opinions contrastées des Israéliens. Certains veulent construire leur pays avant tout, quand d'autres s'opposent à l'idée même de négociation. Gaza est complètement fermé. Il n'y a pas d'usine où nous puissions travailler. Nous, on veut travailler en Israël, mais tout est bloqué et ils ne nous laissent pas entrer. Comment est-ce qu'on fait pour manger ? Nous n'avons rien ici. Nous travaillerons aussi bien que les Israéliens. Nous avons juste besoin qu'ils nous ouvrent les portes. On pourra alors atteindre le marché européen avec nos produits, notre propre industrie. On veut travailler. On a toujours bien travaillé en Israël et les Israéliens savent qu'on fait du bon boulot et qu'on pourra faire le même ici, chez nous. Si on travaille pour nous et que l'argent nous revient, on travaillera dur. On le fera. הריאיון עם ערפאת התקיים זמן קצר לפני שהוא נפגש עם המשלחת הישראלית שבאה לתוניס. להערכתו, תנאי היציאה של צה"ל מאזורי יריחו ועזה יסוכמו בתוך שבועות אחדים. הניו יורק טיימס מוסר כי בשיחות המתחדשות בתוניס בין ישראל לאש"ף תידון בין היתר הצעה... Je suis opposé au processus de paix. Je fais partie du Hamas et j'ai été arrêté pour ça. Et je vous assure qu'il n'y a rien de tangible dans ce processus de paix. Arafat n'a plus la confiance du peuple. Je suis membre du Hamas, je sais de quoi je parle. Il n'y a rien de tangible ici, et les gens le voient bien. Aucun prisonnier n'a été libéré. Arafat n'a pas tenu ses promesses. Israël fait ce qu'il veut et s'oppose à ce qu'il veut. Notre président n'a tenu aucune promesse parce qu'il n'est pas assez fort. Pourquoi il a proscrit la lutte armée? Pourquoi ne pas proscrire Israël comme Israël l'a fait avec lui? Nous avons besoin de la lutte armée pour faire pression. Nous avons perdu cette option avec Arafat et maintenant on ne peut plus faire pression sur Israël. Et où est la paix? Il n'y aura pas de paix tant que nos frères incarcérés ne seront pas libérés. Vos frères sont en prison? Vos frères sont en prison? Tous les prisonniers sont mes frères. Mais ce sont vraiment vos frères? Tous les prisonniers sont mes frères, qu'ils soient de Cisjordanie ou de Gaza. Qu'est-ce que vous pensez de la politique d'Arafat? La politique d'Arafat? On espère tous que les choses vont s'améliorer ici. Qu'ils viennent faire un tour ici et qu'ils voient ces jeunes se faire tuer sous nos yeux sans qu'on puisse les aider. Où est-ce que vous vivez? À Sajaya. C'est comment à Sajaya? Commencez à Sajaya. Bombardements, fusillades. Ils tirent sur tout ce qui bouge, sur les enfants qui vont à l'école. Ils voient quelqu'un devant son magasin, ils l'emmènent. Hier, une femme enceinte et son bébé sont morts en martyr à Jérusalem. Qu'est-ce que vous croyez? La situation est pourrie ici.
Quand avez-vous décidé d'établir un accord avec l'OLP alors que c'était un tabou pour tous les gouvernements israéliens qui vous ont précédé? Pendant longtemps, ça a été un tabou pour moi aussi, et je ne m'en cache pas. J'ai vu le processus au sein du camp palestinien. Parmi les Palestiniens des territoires, parmi les Palestiniens où qu'ils se trouvent. Et il y a deux camps. D'un côté, le camp mené par le Hamas et le djihad islamique, opposé à toutes les négociations avec Israël. Avec eux, les organisations ayant leur siège à Damas ou en Syrie et qui s'opposent à tout dialogue avec Israël, qui étaient et sont encore en faveur de ce qu'ils appellent la lutte armée, la violence et le terrorisme. Et de l'autre côté, une partie de l'OLP dirigée par Arafat, qui veut envisager le chemin de la diplomatie. Nous avons des désaccords, notamment un désaccord fondamental sur la forme que devra prendre la solution de paix permanente. Mais nous donnons une chance à la paix. C'est pour ça que je suis ici, certes avec des réserves et des questions intérieures. Mais les décisions stratégiques ne doivent pas être émotionnelles. Les problèmes se sont construits pendant des décennies de combats entre eux, lui et moi. Mais la paix, on l'a fait avec ses ennemis, parfois même avec des ennemis très durs. Vingt ans plus tard, que reste-t-il de ce bref moment d'optimisme? Qui soutient aujourd'hui l'espoir de paix? Y a-t-il un dialogue possible entre Israéliens et Palestiniens? Et qui est prêt à s'y engager? Je décide de commencer mon périple en partant à la rencontre du gouvernement actuel, dirigé par Benyamin Netanyahou. Je rencontre sa vice-ministre des Affaires étrangères. Membre de l'extrême droite, elle défend ardemment le développement des implantations israéliennes dans les territoires occupés. Je crois que dans nos relations avec le reste du monde, les citoyens israéliens ont envie de voir un État avec la tête haute, fier des choses merveilleuses que nous avons construites ici, et qui ne s'excuse de rien, car je pense fondamentalement que l'État d'Israël vise le meilleur. Et si on fait des erreurs dans le cadre de notre lutte pour l'existence, nous serons les premiers à essayer de limiter les dégâts. Nous ne voulons de mal à personne. Pour moi, les implantations ne sont pas le problème. Les retirer ne sera donc pas la solution. En d'autres mots, ces implantations dont je suis fière font partie de la construction des pionniers de l'État, comme celle de Galilée ou du Negev avant elle. Elles resteront sur place et la loi israélienne sera appliquée sur la Cisjordanie. Ce n'est pas réaliste que des gens envoyés là-bas par tous les gouvernements successifs ne fassent pas partie intégrante de l'État d'Israël. C'est ainsi. Et il faut bien comprendre que le conflit avec nos voisins ne porte pas sur une question de frontières, comme certains le prétendent. C'est mon combat depuis que je suis au ministère. La vraie question palestinienne porte sur notre présence depuis 1948 et pas sur les frontières telles qu'on les connaît depuis 1967. La direction palestinienne n'accepte toujours pas l'idée de notre présence ici. Et si tu me demandes... Mais si ça arrive, s'ils acceptent... On en parlera à ce moment-là, Amos. Je ne vois pas pour le moment de processus qui va dans ce sens. Dans la société palestinienne, il n'y a qu'un processus de radicalisation. Non, mais... Je ne vis pas dans un monde fantaisiste. Je vis dans un monde politique et réaliste, Amos. Non, mais c'est-à-dire... Dans un monde politique et réaliste, je pense que nous devons continuer de construire des colonies n'importe où en Israël.
et cesser de raconter au monde cette histoire d'occupation. C'est ce que je fais. Nous ne sommes pas des occupants sur notre terre. Cette histoire d'occupation n'existe pas, et pas plus sur le plan juridique. C'est un discours erroné auquel nous avons adhéré, peut-être par culpabilité. Mais moi, je ne me sens coupable de rien. Je ne suis pas occupante de ma terre. Je suis là, c'est mon droit. C'est ma terre historique. Et j'ai le droit d'y vivre pas moins qu'Ahmed à Ramallah. Je me sens vraiment juive quand je suis à Hébron et à Jérusalem. Mais Ehud Olmert avait proposé une partie de ces territoires, mais Mahmoud Abbas a refusé. Qu'est-ce qu'il lui fallait? Tel Aviv? La Galilée? Réfléchis. Aujourd'hui, pour retrouver cet espoir qu'incarnait Rabin, il faut s'éloigner des discours officiels, aller sur le terrain. Je me rends à Hébron, en Cisjordanie, un des lieux où la tension est toujours très forte entre Israéliens et Palestiniens. J'y ai rendez-vous avec d'anciens soldats israéliens qui dénoncent l'occupation et ce qu'elle engendre au quotidien. Mon service militaire à Hébron a été une expérience très dure. Cela m'a poussé à faire un vœu solennel, ne plus jamais y remettre les pieds. Aucun autre lieu dans les territoires ne m'a laissé avec un tel sentiment. Faire son service militaire ici, c'est impossible. L'organisation Briser le silence a été fondée il y a 12 ans, après la seconde intifada, par un groupe d'anciens soldats ayant fait leur service à Hébron. C'était à l'époque et aujourd'hui encore un des lieux les plus durs et sanglants dans les territoires. Ils étaient convaincus que ce que vivent les soldats au quotidien devait être révélé au grand public. Ils souhaitaient agir. Pour témoigner, ils ont rassemblé des photos prises pendant leur service. Cela a donné lieu à un débat très vif, parce que subitement, tout le monde a pu voir le fossé qui existe entre ce qu'on imagine et ce qui se passe réellement à Hébron. Nous parlons avec des soldats. On leur donne la parole pour qu'ils décrivent ce qu'est la réalité d'une occupation militaire sur une population civile. Notre objectif est de créer un débat sur le coût moral que nous payons pour cette occupation. Ce petit cabanon était notre coin café. Les colons nous amenaient du café et des gâteaux. Mais cela pose un problème quand le fils de celle qui nous sert du café lance des pierres sur les fenêtres des familles palestiniennes, là-bas. On est supposé l'arrêter, mais sa mère vient de nous ramener un verre de jus. Vous allez arrêter son fils? C'est difficile. Donc vous lui dites « Arrête !» Mais il n'arrête pas. Il continue à lancer des pierres. Vous vous mettez alors comme ça pour faire barrage entre lui et les maisons. Mais il continue toujours. C'est la réalité que les soldats vivent ici. Notre objectif en tant qu'armée souveraine est d'appliquer la loi. Mais ici, c'est une tâche impossible. J'ai commencé à me poser des questions pendant mon service militaire. Une visite à Hébron avec l'organisation a été déterminante pour moi. Je me souviens d'une sensation très forte. Je me suis dit qu'il était inacceptable que ce lieu existe et que je ne le sache pas. Et qu'il était encore plus inacceptable que tout ceci soit fait en mon nom. La situation est plus difficile avec le gouvernement actuel?
Écoute, notre gouvernement est complètement cinglé. Les jeunes colons fous dirigent le pays. Il s'est passé quelque chose de très dérangeant. Il existe, par exemple, une organisation de colons financée en partie par de l'argent public. Ils nous ont infiltrés avec des agents et des caméras cachées. Ces gens-là sont venus chez nous et possèdent maintenant des heures de vidéos privées. Mais cette campagne n'est pas née sur le terrain. Elle a été initiée par le sommet de la pyramide. Voilà de quoi est capable notre gouvernement actuel. Ils veulent détruire le socle d'une société démocratique et pluraliste capable d'accepter la critique dans le but de faire disparaître tout débat sur l'occupation. De mon point de vue, il nous reste en gros une dizaine d'années. Je ne parle pas d'une destruction ou d'un effondrement du pays en 10 ans. Mais si d'ici 10 ans, Israël n'effectue pas un demi-tour politique spectaculaire en moins de 10 ans, nous aurons franchi un point de non-retour. Si cela arrive, ce pays que j'aime tant et qui compte le plus pour moi après ma famille proche cessera d'exister. Nos heures sont comptées. Nous avons fait tant d'erreurs pendant tant d'années. La profondeur de mon engagement est aussi grande que ma colère contre certains courants au sein d'Israël, mais aussi dans la communauté internationale, parce que nous n'avons pas fait les bons choix jusqu'à présent. Nous devons nous ressaisir et commencer à les faire. Sinon, nous serons les seuls responsables du suicide d'Israël. Vous dites des choses dramatiques, mais concrètement, quels sont ces dangers? Malheureusement, c'est assez simple. Si nous continuons à construire dans les colonies, nous aurons en moins de 10 ans 750 000 colons en Cisjordanie. Si on laisse cela arriver, il ne serait plus possible de partager le pays en deux, et cela mettra fin à l'idée d'un pays démocratique. Car il n'y aurait alors que deux options. Faire des Palestiniens des citoyens à part entière, et ce sera la fin de l'État juif, ou bien leur retirer les droits civiques et ce sera la fin de notre démocratie. Le processus mis en mouvement par les colons et la colonisation n'est plus seulement un processus immoral, inquiétant et préoccupant. Il est devenu terrifiant. C'est le processus antisioniste le plus profond, parce qu'il est sur le point de nous détruire en silence. Nous sommes traumatisés par les échecs du processus de paix. Et de ce fait, personne n'ose plus arrêter ce terrible système dont je vous parle. Il nous manque la force nécessaire pour nous ramener au point où nous étions quand Yitzhak Rabin a été assassiné. Selon moi, en réalité, Yitzhak Rabin n'a pas eu d'héritier au sens profond du terme. Rabin n'était pas le gogo pacifiste qu'on en a fait après sa mort. Il avait une vision sobre et réaliste. Elle n'était ni utopique ni romantique. C'est pour cette raison que les Israéliens l'ont aimé et ont accepté de le suivre. Mais paradoxalement, personne n'a pu faire perdurer son œuvre après son assassinat. Nous sommes en manque de leaders, non seulement sur le plan personnel, mais aussi intellectuel et spirituel. Qui serait en mesure de créer une sorte de néo-rabbinisme, de faire naître à nouveau une approche réaliste, sioniste et nationale, ayant comme but le partage du pays sans oublier dans quelle région difficile nous vivons.
Cette vision pour l'avenir n'existe plus sur la scène politique israélienne, j'en suis persuadé. Je continue mes recherches. J'ai entendu parler d'un groupe de femmes israéliennes et palestiniennes qui ont toutes perdu un proche, tué par l'autre camp, et que ce deuil réunit. Contre toute attente, elles veulent faire de leur tragédie personnelle une arme de paix, ensemble. Voici Bouchra. Elle vit à Beit Omar. Elle a perdu son fils, Mahmoud. Elle nous a rejoints depuis et c'est devenue une des femmes les plus actives. Et si vous voulez voir une transformation flagrante, elle ne voulait même pas me parler au début. Mais en découvrant que nous partagions les mêmes sentiments et la même douleur, elle s'est mise à me parler. C'est arrivé pendant les émeutes de Beit Omar. Quel âge avait son fils ? 17 ans. Et c'était quand ? Le 25 janvier 2008. Une amie m'a parlé de l'association. Je ne voulais pas en entendre parler, mais elle m'a invitée à boire le café. C'est là que j'ai rencontré ma bien-aimée, ma sœur Roby. Quand elle est rentrée dans la maison la première fois, je n'ai pas pu la regarder. C'était impossible pour moi d'être à côté d'une Israélienne. Je voulais partir. Mais elle a insisté pour discuter avec moi. Elle me posait des questions sur mon garçon. Elle me parlait de son fils et moi je lui parlais de Mahmoud. Nous avons pleuré toutes les deux. Après avoir pleuré, j'ai pu comprendre son chagrin pour son fils. Et j'ai oublié qu'elle était israélienne. Je n'ai vu qu'une mère endeuillée. Ses larmes et les miennes sont les mêmes. La nuit, vous pensez parfois à ce que votre fils penserait de ses... Tout le temps. Et que dit-il? Je crois qu'il nous dit qu'il s'excuse de nous avoir laissés comme ça. Je crois que c'est ça. Roby, à quel âge votre fils est-il mort? 27 ans. Et comment vous avez eu l'idée de créer l'association? J'ai milité pour la coexistence tout au long de ma vie. En Afrique du Sud, j'ai lutté contre l'apartheid. Quand mon fils est mort, j'ai dit aux soldats, « Cela ne vous donne pas le droit de tuer en son nom. » J'ai alors réalisé que nous pouvions devenir une force conséquente si nous, les mères, tenions un discours commun afin de servir de modèle. Mais à ce moment, l'homme qui avait tué mon fils David a été arrêté. Et là, c'est devenu notre histoire. J'y voyais une épreuve destinée à vérifier si mon engagement était réel. Il est très facile de parler de paix et de réconciliation tant que vous n'avez pas le visage du tueur de votre enfant en face de vous. J'y ai pensé pendant des années. Par exemple, j'ai écrit une lettre aux parents de ce sniper. Et après quelques années, j'ai reçu une réponse très, très dure.
J'ai alors compris que la réconciliation n'est jamais instantanée. Cela prend des années. Nous n'avons pas besoin de Bethléem et de briser le silence pour nous signaler ce qui ne va pas. Voilà mon problème avec eux. Il est évident que tout ne se passe pas bien. Et je souhaite que les problèmes soient exposés, traités et évités. Je suis heureux que ces organisations existent, mais ils rejoignent une campagne internationale dont le but n'est pas la réconciliation, mais plutôt la destruction d'Israël en tant que foyer national du peuple juif. Je suis désolé, mais quand ils font partie d'une campagne de ce type-là, qu'ils soient mal intentionnés ou pas, je ne les soutiens plus. Moi, ça m'énerve. C'est de l'hypocrisie. Bendror, ne vous énervez pas. Le problème, c'est que l'État d'Israël ne résout aucun conflit. C'est nous qui poussons les autres à intervenir en refusant de fixer nos frontières, par exemple. C'est juste. Il faut clore quelques dossiers. Eh bien, allons-y. Jusqu'à présent, j'ai été en faveur de presque toutes les initiatives de paix. Mais n'oublions pas qu'à chaque fois qu'une proposition sérieuse a été faite, que ce soit par Clinton ou par Olmert, les Palestiniens ont refusé. On ne peut pas toujours accuser Israël. Ils n'acceptent pas une solution avec deux États. Les forces opposées à la paix existent dans les deux camps. Naturellement, nous sommes responsables en partie. Je regrette, mais il y a eu un processus de pourparlers, douloureux certes, avec des bombes, des attentats. Mais il a tout de même créé des mécanismes durables de coopération. Justement, les organismes dont vous parlez, ils n'existent que par le vide laissé par le gouvernement. C'est lui qui est souverain, pas eux. Vous évoquiez l'assassinat de Rabin, certes un événement dramatique, mais nous en sommes guéris. Pas du tout. Toutes ces ONG sont contre-productives. Je veux la paix. Ces ONG veulent l'inverse. Je ne crois pas. Elles ne font que renforcer la haine d'Israël et le refus palestinien. Parlons de paix ensemble. Admettons. Mais selon moi, la plupart de ces gens sont motivés par leur conscience et par l'absence de vision politique au niveau national. Nos institutions nationales sont souveraines, mais malgré ça, c'est le Far West. Contrairement à l'opinion de Bendror Yemini, les ONG qui défendent les droits de l'homme sont actuellement les seuls espaces de rencontre pacifique entre Palestiniens et Israéliens. Une organisation israélienne, B'Tselem, aide les femmes palestiniennes à documenter les violations des droits de l'homme commises dans les territoires occupés par l'armée et par les colons. B'Tselem accepte de nous laisser assister à une formation de femmes à l'utilisation de caméras. Vous savez toutes vous servir d'une caméra? Rappelez-moi ce qu'il faut faire lorsqu'on filme un événement. On écarte légèrement les jambes et on cale la caméra comme ça. Ensuite, on se concentre sur le blessé ou l'événement à filmer. On choisit un angle de vue sécurisé. Ensuite, on filme en suivant les faits. C'est ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, le zoom. Nous sommes plusieurs à avoir la même tendance. On utilise le zoom tout en avançant. Plus sérieusement, souvent, quand nous sommes loin, nous cherchons à nous approcher. On veut identifier le martyr et on hésite entre avancer et reculer. Que fait la caméra quand tu actionnes le zoom? Elle te rapproche de ton sujet. Mais sachez que le plus important, c'est votre vie. Avant de filmer, pensez toujours à votre vie. Silence, s'il vous plaît. Le son est faible, désolé. Le soldat demande qui est le garçon qui vient de s'enfuir. Il lui demande si c'est lui le responsable de cette maison. Qu'est-ce que vous faites ici dans le sud de la ville? Mais t'es qui, toi?
Regardez comment le caméraman cherche à filmer son visage. Observez bien les mouvements de caméra. Elle suit l'action sans trop bouger, puis elle revient à son point de départ. Le soldat demande par où est passé l'enfant et le garçon explique que la maison a 2 entrées. Rina, est-ce que vous pouvez leur demander pourquoi il est important que ce travail soit fait par des femmes et non par des hommes? Souvent, l'armée s'attaque aux hommes parce que l'homme symbolise la fierté. Mais en général, elle n'agresse pas les femmes. C'est vrai que c'est assez rare. C'est pas souvent. La femme est généralement à la maison et l'homme travaille. Après mon mariage, dès que je voyais des soldats arriver, je pleurais. Je me disais, voilà des soldats, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Aujourd'hui, au contraire, je prends ma caméra et je sors filmer. Avant d'avoir une caméra, j'en aurais été incapable. La caméra a renforcé ma personnalité. Je la ressens comme une arme entre mes mains. Elle m'a donné une efficacité. Je me sens capable d'aller à l'aventure et à la rencontre. Ça ne va pas plus loin que ça. Les soldats, dès qu'ils nous voient en train de les filmer, ils arrêtent automatiquement leurs agressions et ils s'éloignent. Ils se méfient. Ils commencent à avoir peur de nous. Maintenant, on peut filmer ce que nous voulons. Même les colons, dès qu'ils constatent que nous sommes en train de les filmer, ils se dispersent. Le débat sur Netanyahou, opportuniste ou idéologue, n'est pas clos. Ne s'intéresse-t-il qu'au pouvoir sans se soucier de la réalité? Je pense que c'est un idéologue. J'en suis persuadé. Il n'est pas motivé par la religion. Ce n'est pas un croyant. Il a une conscience historique, mais il ne pense pas à l'arrivée du Messie. À mon avis, il ne s'intéresse qu'au maintien des territoires occupés qui ont, selon lui, un intérêt vital pour le pays. Et il considère les Palestiniens qui y vivent comme un problème qui peut être géré. Il n'y voit pas de problème moral ou une atteinte fondamentale à la démocratie. Si vous deviez vous adresser à des spectateurs à l'étranger, comment doivent-ils comprendre cette région si complexe? Elle ressemble de plus en plus à un feuilleton télévisé. Un jour, les uns sont les héros, l'autre jour, ce sont des ordures, et le lendemain, c'est l'inverse. C'est une série à succès qui se vend bien. Il est évident que, vu de l'Occident, tout cela est un peu déroutant. La situation au Moyen-Orient en a été complètement bouleversée. Essayez d'expliquer cette situation à un étudiant français, anglais ou américain. Quel est le sens de tout ce vacarme? Je lui dirais qu'il s'agit d'un conflit qui dure depuis plus d'un siècle et qui repose sur une sensation de menace existentielle, aussi bien chez les Palestiniens que chez les Israéliens, qui n'ont toujours pas trouvé la paix. Mais je dirais aussi, et c'est la position de notre journal, que la solution du partage territorial est le chemin du moindre mal. Ce sera dur, douloureux. Cela ne mettra fin ni au sentiment d'injustice chez les Palestiniens, ni aux peurs de destruction chez les Israéliens. Quant à l'idée d'un seul État avec des droits civiques égaux, on constate que cela reste instable et difficile à gérer, même dans des endroits beaucoup plus tranquilles comme la Belgique ou le Canada. Appliquer ce système au Moyen-Orient ne sera pas une mince affaire. La solution du partage paraît malgré tout plus évidente. Depuis 30 ans, le journaliste Gideon Levy se rend régulièrement dans les territoires palestiniens pour constater l'impact de l'occupation sur leur vie. Ses articles paraissent toutes les semaines dans le quotidien Haaretz. Et il se donne à chaque fois la même mission, lutter contre la déshumanisation des Palestiniens. Vous venez souvent à Hébron, Gideon?
Ça dépend de l'actualité. Ces derniers temps, on vient souvent. Hébron est aujourd'hui le centre de la résistance. Depuis peu, la ville est à nouveau dans l'actualité. On est venu 5 fois ces 2 derniers mois. Jérusalem ne nous intéresse pas et le reste de la Cisjordanie est calme. Ce qu'on essaye de faire, c'est de réhumaniser les Palestiniens. Dans ce sens, chaque portrait est important, parce que dans la presse israélienne, depuis des années, on les déshumanise systématiquement. Même les victimes les plus manifestes ne sont pas vues comme des êtres humains. Alex en fait des personnages avec un visage. J'ai raconté à l'équipe l'importance de ce que tu fais depuis des années. Combien d'années d'ailleurs? Ça fait 30 ans. On parle beaucoup de ce conflit de part et d'autre de la frontière, mais ce sont des concepts, des propos généraux. Vous travaillez plutôt sur l'individu. Vous montrez l'impact concret de l'occupation sur l'individu. Oui, à une petite échelle. C'est mon but. On est toujours surpris de voir à quel point on nous accueille les bras ouverts. Moi, j'aurais pas dit ça maintenant. Je te parie que si ça se trouve, on va se prendre une pierre. Mais il a raison, bien sûr. Personne n'a jamais refusé de nous voir, même des parents qui avaient perdu leur enfant la veille. C'est votre nom ou votre prénom? C'est le nom de famille en 2 mots. Ok. Et quel âge il avait? 15 ans. Il était dans quelle classe? Il a dit à son père qu'il allait rendre visite à son cousin. Et le cousin, il habite près d'ici? On n'a pas donné son nom aux infos? Il écoutait la radio en voiture et il a entendu qu'il y avait un blessé. Il est donc allé voir un site d'info. Je comprends. Il a senti que c'était son fils en voyant le pantalon et les chaussures. Il a eu cette sensation, vous comprenez? Il a ensuite appelé sa femme pour lui demander ce que portait l'enfant. Et elle s'en souvenait? Pas très bien, c'était vague. Elle n'était pas sûre. Puis elle s'est souvenue des couleurs. Et c'était quoi ces couleurs? Ensuite, son frère a vu la photo et il a dit « c'est mon frère ». Et son frère, comment il s'appelle? Oussama. Tu es sûr que c'était lui? C'était un gosse. Comment ont-ils pu le tuer? 3 soldats bien équipés et bien armés, postés derrière une barrière, sont capables de neutraliser un enfant. Mais ils n'ont pas souhaité le faire. Ils voulaient le tuer. Est-ce que vous pensez qu'on peut arrêter ce cycle de vengeance? Oui, si on fait la paix. Si les politiques le veulent, on peut faire la paix en 24 heures. Pas en 24 années, comme ça s'est passé à parler de rien. Il faut qu'un héros chez vous et un autre chez nous mettent fin à l'occupation en disant « Allez, c'est fini, stop ». Selon moi, ceux qui ne veulent pas la paix constituent la coalition la plus solide. En Israël? Non, des 2 côtés. Attendez, permettez-moi une seconde. J'étais là quand Yitzhak Rabin signait avec les Palestiniens. Au même moment, à Tel Aviv, des bus explosaient tous les jours. Ça a poussé les extrémistes juifs à tuer Rabin. Vous comprenez? Ils travaillent main dans la main. Un jour viendra où chaque Israélien devra témoigner de ses choix. Certains se justifieront en affirmant qu'ils ignoraient la réalité, mais moi, je ne peux pas me taire, même si mon influence est faible. Nous sommes face au grand drame, face au grand crime de notre époque.
Moussa, demande-lui s'il te plaît ce que sont ses rêves. Mon rêve, c'est mourir en martyr. Ah bon? Tu veux mourir? Demande-lui pourquoi. C'est comme ça. Mais si tu meurs, c'est fini, terminé. Et alors? On peut mourir qu'une fois. Et alors? Qu'est-ce qu'il veut après sa mort? J'irai auprès de Dieu. Où veux-tu que j'aille? Et qu'est-ce que tu voudrais dire à Allah? Je veux lui dire que je suis mort en martyr. Rien d'autre. Et qu'est-ce que tu veux qu'Allah te réponde? Qu'il en soit reconnaissant. Est-ce qu'il va à l'école? Oui, je suis en 6e. Et tu es bon? Oui. Comment pourrions-nous le convaincre de rester en vie? Mon opinion ne changera pas. Je viens de vous la donner et elle ne changera pas. Je sais que la vie est bien, mais je veux devenir un martyr. Qui lui a mis cette idée dans la tête? Personne. Reste en vie. Notre vie politique a été transformée en slogan qui s'adresse aux diverses identités qui forment notre société. Sur la question des relations entre Juifs et Arabes à l'intérieur d'Israël, le danger est particulièrement grand. Étant donné que la question des frontières n'est toujours pas résolue, le conflit s'infiltre progressivement à l'intérieur de notre société. Et ce conflit national risque de se transformer en conflit religieux très vite. Il suffit d'évoquer les mosquées de Jérusalem pour mettre le feu à toute la région, et cela renforce encore l'hostilité contre les citoyens arabes de ce pays. Tout ça est contraire à l'éducation que j'ai reçue. J'essaie personnellement de mettre en œuvre l'idéologie de mes parents. Le grand Israël est une valeur importante, mais ce n'est pas la seule, et ce n'est pas simple de l'admettre pour quelqu'un qui croit à notre droit sur cette terre. Lors de ma première rencontre à Annapolis en 2007 avec Ahmed Korey, nous avons tous les deux commencé par évoquer nos droits. Je lui ai fait la totale, la Bible, le peuple juif. Je crois vraiment à ce droit historique, biblique et juridique. Et lui a tout naturellement parlé de son histoire personnelle et familiale. Après quelques heures, nous nous sommes dit, le problème n'est pas de savoir qui a le plus de droits ici. Chacun des deux peuples peut conserver sa propre histoire. Nous ne sommes pas obligés de raconter la même. Le seul impératif, c'est de penser une vie commune, basée sur deux États. Mais pour cela, il faut au minimum 2 leaders. Des leaders qui comprennent que pour leur peuple, le prix de l'inaction est supérieur au prix politique qu'ils auront à payer individuellement.
Notre problème actuel, c'est qu'un tout petit groupe qui défend une toute autre vision, à savoir le grand Israël et la poursuite des colonies, nous mène en fait vers un point de non-retour. Même parmi les colons, il existe des voix qui prônent le vivre ensemble. Tekoa est située à une vingtaine de kilomètres de Hébron. Cette colonie, fondée par un rabbin aujourd'hui décédé, s'est toujours revendiquée proche des Palestiniens. Aujourd'hui, la fille et la belle-fille de ce rabbin poursuivent son projet avec la volonté de dépasser la haine parfois meurtrière à laquelle elles sont directement confrontées. On se disait que le type était sûrement un ouvrier palestinien. Mais il ne parlait pas. On ne se disait rien. Il était seul. La fille, à l'entrée du magasin, a vite compris la situation. Elle s'est emparée d'un objet pour se défendre. Moi, j'étais un peu plus naïve. Et je l'ai vu sortir et rentrer afin de s'assurer que le champ était libre. Après, il a sorti un objet de sa poche et l'a tenu contre lui. Là, j'ai commencé à imaginer qu'il pouvait s'agir d'un terroriste et que l'objet qu'il tenait soit un couteau. Elle vit dans un film, sachez-le. Non, pas toujours. Le type sort un couteau. J'ai envisagé que peut-être... Il m'a poignardée. Je suis tombée, mais je n'ai rien eu de grave. Il m'a ensuite poignardée à l'épaule, puis il s'est enfui. Voilà. J'étais seule au magasin, allongée par terre. Vous étiez enceinte? C'est ça. Mais il m'a poignardée loin du ventre, grâce à Dieu. Il m'a troué le poumon et cassé une côte. J'allais bien, mais j'ai senti que ma situation se dégradait rapidement. Je suis sortie et ceux qui étaient dehors pensaient que je courais derrière le terroriste. Mais je n'ai évidemment pas essayé de l'attraper. J'ai juste dit que j'avais été poignardée. Tout le monde courait derrière le terroriste. J'avais de plus en plus de mal à respirer et je ne tenais plus debout. Mon état empirait vite, mais grâce à Dieu, une ambulance est arrivée. C'est là qu'elle a compris que c'était un terroriste. Non. Je te taquine. Merci d'être là. Cette terre n'appartient à personne. Elle appartient à Dieu. Notre histoire nous a fait venir ici. L'histoire des Arabes les a fait venir ici aussi. Je n'ai pas une connaissance parfaite de l'histoire. Mais le problème n'est pas de savoir qui est le plus coupable. Il s'agit de savoir ce qu'on fait maintenant. On doit arrêter de se rejeter la faute mutuellement et apprendre à vivre ensemble. C'est là que nous devons concentrer nos efforts. Je crois profondément que ce sont les colons et les Palestiniens qui amèneront la paix. Car en réalité, nous vivons ensemble. J'espère que mon rêve se réalisera un jour, grâce à moi ou à d'autres. Le rêve de voir chaque colonie organiser avec le village arabe d'en face des activités pour les enfants, des tournois de foot, tout ce qu'il faut pour faire comprendre que les gens en face sont des humains comme les autres. Il faut changer l'image de l'ennemi. Il ne faut plus avoir peur et dire à la peur, tu as fait ton travail. Maintenant, passons à autre chose. Comment aimeriez-vous voir le Moyen-Orient?
J'aimerais y voir moins de violence, plus de paix, plus de stabilité. Mais ce qui met en danger cette stabilité n'est pas uniquement le conflit israélo-arabe. Actuellement, il y a une vague de ce qu'on pourrait appeler du khomeiniisme sans Khomeini. Une vague d'islamisme extrémiste qui va menacer les États arabes modérés. Nous voyons ce qui se passe en Algérie. Nous avons vu ce qui s'est passé au Soudan. Nous avons vu ce qui s'est passé au Liban. Nous voyons ce qui se passe avec le terrorisme islamique radical parmi les Palestiniens. Le danger est là? Oui. Et la façon de les arrêter, d'empêcher la création de terrains propices à ces entités radicales, c'est avant toute chose d'atteindre la paix, puis de créer le développement économique et social des partenaires arabes avec qui nous parviendrons à un accord. Et ce, afin d'éliminer deux dangers. L'inimitié envers Israël et peut-être plus important encore, les difficultés économiques qu'il rencontre. Je pense que le plus important est de créer une nouvelle situation, une nouvelle réalité, une relation différente dès cette année, afin que nous puissions négocier une solution permanente avec une vision différente des choses. Et qui sait, commencer à construire la confiance entre les deux entités, les Palestiniens dans les territoires et les Israéliens. J'y vois un test essentiel, car je pense que le processus intérimaire de paix sera le facteur déterminant, plutôt que de fantasmer et d'imaginer ce que sera la solution permanente. C'est de ce succès, de cette capacité à prouver qu'il peut y avoir une coexistence pacifique, ce qui semble actuellement utopique, que les choses pourront prendre forme. Yitzhak Rabin pouvait-il imaginer que plus de 20 ans après sa mort, le conflit se serait aggravé, que la situation aurait empiré? Dans cet océan d'hostilité et de violence, j'ai vu pourtant un courage civique et un engagement individuel qui m'ont redonné parfois une certaine forme d'optimisme.